en opacifiant l'artère pulmonaire, mais également l'aorte. Donc, on va opacifier non seulement les artères pulmonaires, mais également la vasculation systémique en faisant un passage un peu plus tardif. Nous l'avons dit tout à l'heure, lorsqu'il existe une insuffisance cardiaque, une insuffisance rénale, il faut toujours rechercher les signes de surcharge et injecter le moins de produits de contraste possible. Donc ici, c'est surtout l'attention du radiologue qui est attirée. En fonction du tableau clinique, on peut être amené à modifier la technique d'injection pour pouvoir optimiser au mieux notre examen d'angioscanner. Parce qu'il faut le dire, pour des manips bien rodées, embolie pulmonaire, ils savent le faire, ce n'est pas un problème. Mais l'attention est attirée en fonction du tableau clinique que présente le patient. Lorsque le signe d'appel est une douleur thoracique, il est préconisé d'abord de faire une acquisition sans injection de produits de contraste dans un premier temps. Cela va nous permettre de rechercher les autres signes ou les autres éléments qui peuvent orienter ou en tout cas justifier la douleur thoracique, notamment le syndrome aortique aigu. Sans injection, nous pouvons retrouver un hématome de paroi qui peut orienter vers un syndrome aortique aigu, par exemple. Et on procédera secondairement à une opacification de l'artère pulmonaire et de la vascularisation systémique. Là, l'objectif, c'est d'opacifier le secteur artériel pulmonaire pour rechercher une embolie, mais l'opacification de la vascularisation systémique permettra également de mettre en exergue des diagnostics différentiels, notamment une dissection aortique, par exemple, qui peut être retrouvée. Donc, et quand c'est bien fait, on peut même avoir une opacification de la portion initiale des artères coronaires. Ce qui amène les anglo-saxons à dire qu'avec cet angioscanner, on peut faire le triple roll-on, en tout cas, trouver l'embolie pulmonaire ou proposer un diagnostic alternatif. Donc, devant la douleur thoracique, ce qui est recommandé, c'est l'opacification des artères pulmonaires et de la vascularisation systémique. Devant une hémoptysie, c'est la même approche, c'est l'opacification des artères pulmonaires, mais également de la vascularisation systémique. Attention ici à ce qu'on appelle les fausses images d'embolie pulmonaire. Quand il y a souvent des patients qui ont des bronchopneumopathies chroniques, des patients avec des séquelles de Covid, de tuberculose, comme dans nos régions, ici, l'injection doit opacifier à la fois le réseau artériel pulmonaire, mais également la vascularisation systémique, parce qu'il existe des shunts systémico-pulmonaires à contre-courant qui peuvent venir laver les artères pulmonaires ou le produit dans les artères pulmonaires et simuler de fausses images d'embolie pulmonaire. Ça, il faut le savoir. Donc, à chaque fois que le patient a des antécédents, notamment de bronchopneumopathie, c'est pour cela l'acquisition sans injection au premier temps permet parfois d'avoir une idée sur l'ambiance, peut parfois également permettre de retrouver une étiologie sans qu'on ait besoin d'injecter. Il faudra aussi ici opacifier le réseau artériel pulmonaire et systémique. En résumé, qu'est-ce qu'il faut retenir alors du protocole d'angioscanner thoracique pour les artères pulmonaires? Bien sûr, il faut une bonne voie veineuse. Il faut du produit de contraste entre 100 et 120 ml, suivi de 40 ml de NaCl pour le lavage. Il faut une injection avec un débit élevé, supérieur à 4 ml par seconde. L'acquisition se fait en général autour de 25 secondes. Il faut au mieux opacifier les deux circulations, parce qu'il ne faut pas juste opacifier les artères pulmonaires et se retrouver dans une situation où l'anomalie n'est pas sur les artères pulmonaires, il faut un diagnostic différentiel, dans une situation où on a une fausse image d'embolie, et là, ça aurait été intéressant d'opacifier le réseau systémique pour exclure les faux positifs. Dans les cas où on a une insuffisance rénale, une insuffisance cardiaque, il faut privilégier le bolus tracking et injecter le minimum de produits de contraste, le plus souvent centré sur les artères pulmonaires. 40 à 60 ml de produits de contraste suffisent. Qu'en est-il du cas particulier de la femme enceinte? Nous l'avions dit, du fait de l'hyperdébit physiologique, il faut injecter beaucoup de produits de contraste, au moins lorsqu'il est décidé de faire l'angioscanner des artères pulmonaires, il faut injecter au moins 120 ml, entre 100 et 120 ml de produits de contraste. Le débit doit être élevé, supérieur à 4 ml, on va même jusqu'à 6 ml par seconde. Alors, il ne faut pas faire d'apnée ou de Valsalva. Ce qu'il faut rappeler, même quand on fait le protocole classique d'angioscanner des artères pulmonaires, mieux vaut ne pas faire de Valsalva ou d'inspiration bloquée. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que nous faisons un Valsalva ou une inspiration bloquée, on va bloquer le retour cave supérieure. Or, quand on injecte le produit, il va passer au niveau cave supérieur et on va favoriser le retour cave inférieur. Le système cave inférieur vient avec du sang qui n'est pas opacifié. Il va donc diluer
le sang dans les artères pulmonaires. Donc on va se retrouver avec une quantité, en tout cas une dilution des artères pulmonaires, et on n'aura pas les 250 UH qu'il faut avoir au moins pour valider l'examen au niveau des artères pulmonaires. Donc il ne faut surtout pas faire de Valsalva, ni d'apnée ou d'inspiration bloquée. Vous dites juste à la patiente de ne pas respirer, simplement. Cela permet d'optimiser l'examen. On va baisser les doses d'irradiation et réduire la fauve. On va aller juste la crosse de l'aorte au sommet des coupoles diaphragmatiques pour baisser au maximum l'irradiation chez la patiente enceinte. S'il est utilisé un tablier plombé au niveau abdominal ou pelvien, il faut le faire souvent après le topogramme ou le scout view. L'angioscanner aujourd'hui peut se faire à double énergie. Ce scanner à double énergie permet d'obtenir à la fin une cartographie de perfusion spectrale. Cette cartographie de perfusion spectrale entraîne beaucoup de faux négatifs et d'artefacts, il faut le savoir. Elle offre une bonne résolution temporale, mais ne montre que des images indirectes d'embolie pulmonaire. Il faut le savoir. Quels sont les autres moyens d'exploration de l'embolie pulmonaire? Si une radiographie thoracique est réalisée, bien sûr, elle ne sera jamais réalisée en première intention devant une situation d'embolie pulmonaire, on peut retrouver certains signes qui orientent. Il ne s'agit que de signes indirects, notamment pleuroparenchymateux. L'échocardiographie peut être réalisée, transthoracique ou transœsophagienne. Souvent, nos collègues cardiologues le pratiquent au lit du malade et ont souvent des signes indirects pour une embolie pulmonaire. La scintigraphie de ventilation de perfusion sont également réalisées pour le diagnostic de l'embolie pulmonaire. Chez la femme enceinte, on peut être amené à réaliser également une scintigraphie. L'échodoppler veineux des membres inférieurs pour la recherche souvent étiologique, parce que nous sommes dans la maladie veineuse thromboembolique et la plupart des emboles viennent souvent des membres inférieurs. Et le phléboscanner était également réalisé par certaines équipes au décours de l'angioscanner thoracique, faire un balayage abdominal et même des membres inférieurs au temps veineux pour rechercher l'embole. L'angiographie des artères pulmonaires reste quand même assez spécifique comme examen, mais n'est réalisé aujourd'hui que lorsqu'un geste interventionnel est prévu derrière. Quels sont les aspects en imagerie? Dans l'embolie aiguë, nous rappelons que le signe formel de l'embolie pulmonaire à l'imagerie, c'est la mise en évidence du thrombus qui réalise un défect endoluminal. Il peut être partiel, donc c'est une lacune qui va être silhouettée par du produit de contraste. Il peut être complet, avec une majoration du calibre de l'artère qui est occluse. La topographie préférentielle, c'est souvent à droite plus qu'à gauche et va siéger, l'embole va siéger souvent au niveau des lobes inférieurs. Dans cette étude que nous avions réalisée en milieu intra-hospitalier, nous avions retrouvé chez des patients qui avaient l'embolie pulmonaire, le siège était surtout proximal dans 50% des cas, et il y avait des signes de complications, notamment des signes d'insuffisance cardiaque droite dans 27% des cas. Nous retrouvons ici des signes d'embolie pulmonaire. Ici, le défect endoluminal sur cette branche artérielle pulmonaire un peu plus basse. Ici, un défect endoluminal qui n'est pas complet et nous avons le produit qui silhouette. Ici, cette embolie proximale qui est bilatérale et bien sûr toujours ou souvent associée à une dilatation du calibre de l'artère qui est occluse. Nous avons ici essentiellement une embolie pulmonaire qui est distale. Regardez, cet embole, ce caillot, il est central, il est partiel. Nous avons ici une embolie pulmonaire qui est centrale avec l'aspect vraiment classique que nous retrouvons ici. Cette embolie est très importante avec dilatation du tronc ici de l'artère pulmonaire. Les signes peuvent également être indirects. Il s'agit des signes pleuroparenchymateux qui ne sont pas obligatoires, qui sont facultatifs. Il s'agit de l'infarctus pulmonaire, notamment de l'ANEC. On peut retrouver des bandes d'atelectasie lamellaires, de l'épanchement liquidien pleural et parfois des cavitations septiques sont possibles. Nous pouvons retrouver un épanchement liquidien. Ici, sur cette radio, on a un comblement du cul-de-sac, des bandes linéaires d'atelectasie lamellaires en fenêtre parenchymateuse avec un épanchement liquidien pleural, même si la fenêtre n'est pas dédiée, et cette petite condensation grossièrement triangulaire, basale, à base périphérique, qui rappelle l'infarctus pulmonaire, qui dans son aspect classique va réaliser l'opacité triangulaire à base périphérique et à sommet hilaire, avec des petites clartés centrales que certains décrivent comme étant parfois l'aspect de la raquette.
C'est un infarctus qui est souvent un infarctus hémorragique en macroscopie. On parle de nécrose rouge ou d'infarctus rouge de Laennec. On peut avoir également des complications qui sont toujours des signes indirects. Ce sont souvent les signes d'insuffisance cardiaque droite, donc une dilatation du tronc de l'artère pulmonaire. On peut avoir une inversion du rapport VD sur VG, avec donc le diamètre du VD qui est supérieur à celui du VG. Et on peut avoir également un reflux cavo-hépatique. D'accord ? Ces éléments rentrent dans les signes indirects. L'embolie pulmonaire peut également être retrouvée à la radiographie standard. Et nous l'avions dit tout à l'heure, on ne retrouve que des signes indirects, avec cette triade de Westermarck, qui en général, il faut faire un diagnostic souvent rétrospectif pour le retrouver, il faut le reconnaître. Donc il s'agit d'une hyperclarté zonale, traduisant l'oligémie, un défaut de vascularisation ou de visualisation des vaisseaux dans la zone au niveau de la radiographie standard. Nous avons une artère pulmonaire gauche qui est proéminente, qui peut se voir, et on peut avoir ce qu'on appelle la bosse de Apton. Ces signes sont possibles, ce sont des signes indirects d'embolie pulmonaire. L'embolie peut être chronique avec des signes également directs, le thrombus organisé. On peut retrouver, dans le cadre d'une embolie mais qui est recanalisée, on peut retrouver un thrombus qui est excentré, parfois des calcifications pariétales. Bien sûr, les signes d'hypertension artérielle pulmonaire sont souvent présents à ce stade, dilatation des cavités cardiaques droites et recrutement de la vascularisation systémique, notamment avec les artères bronchiques. L'infarctus est également présent au niveau des signes indirects associés à une oligémie qui se traduit par des signes de perfusion en mosaïque. Nous avons donc ces signes d'embolie pulmonaire. Vous trouvez ici ces calcifications, dilatation du tronc et les signes indirects. Les signes parenchymateux, il s'agit essentiellement de ces signes ici de perfusion en mosaïque qui peuvent être présents. Quels sont les faux positifs qu'on peut avoir? C'est en fait des signes souvent liés à des artefacts de la respiration, à des artefacts cardiaques, le durcissement du produit de contraste, l'interruption transitoire du produit de contraste et parfois un foramen ovale perméable peut réaliser ici un signe qui va être un faux positif. Donc nous l'avons dit, dans l'artefact de flou cinétique, vous retrouvez volontiers l'aspect du signe de la mouette qu'on peut retrouver. Nous avons le battement cardiaque lorsque le protocole n'est pas synchronisé, qui peut réaliser une fausse image d'embolie pulmonaire, il faut le savoir. Le durcissement du produit également, surtout quand il n'y a pas de lavage, peut réaliser à certains niveaux une fausse image d'embolie pulmonaire. Lorsque nous réalisons un Valsalva, nous l'avions dit, nous sollicitons du sang venant de la veine cave inférieure et dans ce cas, on peut avoir des troubles de la dilution. Pas seulement en cas de Valsalva, beaucoup d'autres facteurs peuvent entraîner des troubles de la dilution et entraîner de fausses embolies pulmonaires. Il ne faut pas réaliser, de fausses images d'embolie pulmonaire, il ne faut pas hésiter à reprendre l'examen. Les pièges peuvent également être anatomiques, un ganglion au niveau hilaire ou sur le trajet, des volumes partiels et également, bien sûr, une veine pulmonaire qui est mal opacifiée. Il faut dire donc en synthèse, une fois qu'on a réalisé notre embolie pulmonaire, il y a 3 éléments qu'il faut préciser. Y a-t-il une embolie? Son côté, y a-t-il des signes de retentissement cardiaque ou pas? L'examen, dans tous les cas, il faut le dire, est-ce qu'il est optimal pour qu'on puisse conclure ou pas? 3 circonstances. Si le rehaussement est insuffisant au niveau artériel pulmonaire, vous ne pouvez pas conclure. 250 UH est le cutoff. Si l'image est douteuse, vous ne pouvez pas conclure en embolie pulmonaire. Et s'il y a des signes d'infarctus, mais sans embole, vous ne pouvez pas également conclure à une embolie pulmonaire. En conclusion, l'angioscanner reste donc le gold standard et le radiologue est obligé de s'enquérir de l'état clinique du patient pour optimiser son protocole d'acquisition. Attention aux faux positifs parce qu'il y a beaucoup d'accidents liés à l'utilisation des anticoagulants. Je vous remercie de votre attention.